Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Didier Laguerre. Didier Laguerre est maire de la ville de Fort-de-France, la capitale de la Martinique donc. Il est également premier vice-président, entre autres choses, premier vice-président de la CACEM. Monsieur le maire, bonjour, comment allez-vous? Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de KMT. Ça va, je vais bien. Vous êtes premier vice-président de la CACEM? Absolument, oui. Comment voulez-vous que vous préférez que je vous appelle? Monsieur le maire ou monsieur le président? Monsieur le maire, c'est le qualificatif, c'est la fonction qui représente l'essentiel de mon activité et qui m'identifie auprès de tout le monde. D'accord. Je vous ai invité dans cette émission pour parler un petit peu de la ville de Fort-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de votre ville lorsque vous vous mettez en voiture et que vous la traversez, que vous la visitez? J'imagine que vous faites ça assez souvent. Qu'est-ce que vous pensez de votre ville? Que c'est une belle ville. C'est une très belle ville, avec une architecture particulière, avec un patrimoine architectural important. C'est une très belle ville aussi parce que c'est une ville riche, avec des contrastes particuliers. C'est une ville, vous êtes dans un milieu urbain, et puis vous parcourez quelques centaines de mètres et vous vous retrouvez à la campagne, toujours sur le territoire de Fort-de-France. Vous entrez dans un quartier, vous découvrez une douceur de vivre. Donc c'est une très belle ville. C'est aussi une ville qui rencontre des difficultés, des problématiques, des problèmes. C'est une ville qui doit en permanence s'adapter, se réinventer à l'évolution de nos modes de fonctionnement. C'est une ville qui a dû se battre contre les éléments. C'est une ville qui s'est bâtie contre les éléments. On parle du centre-ville, mais on peut penser au quartier périphérique de la ville, et qui aujourd'hui lutte à nouveau contre les éléments, la montée des eaux, les problèmes, les phénomènes climatiques, mais aussi l'évolution sociologique du peuple martiniquais. Et je pense notamment aux problématiques de salubrité et d'abandon de nos maisons dans nos quartiers, dans nos centres-villes, qui posent des difficultés de salubrité dans la ville et dans les quartiers. Il y a 2 jours, j'étais à Trénel, je discutais avec un groupe de personnes et justement on discutait de ce qui peut être fait et de comment on peut s'y prendre dans le cadre légal actuel pour pouvoir redonner vie à un certain nombre de maisons abandonnées qu'on a dans le quartier, parce que les gens qui les ont construites ne sont plus, qu'il n'y a pas d'héritiers, ou que les héritiers sont dispersés autour du monde et ne s'occupent pas du bien. Et dans le même temps, on a des personnes qui veulent s'établir dans le quartier, qui veulent rester dans le quartier, qui ne trouvent pas d'endroit où se loger, tout simplement. Donc c'est une ville qui doit en permanence se réinventer, s'adapter, imaginer, innover. Et ça en fait aussi une très belle ville. Est-ce que c'est une ville qui se dépeuple? C'est un pays qui se dépeuple, c'est un peuple qui vieillit, et la capitale n'échappe pas au phénomène. Je dirais même que la capitale est précurseur dans le phénomène. Il ne faut pas non plus oublier, on a tendance à oublier d'où on vient, on a tendance à oublier l'histoire. La population de Fort-de-France, elle a doublé plusieurs fois sur le siècle dernier, par l'exode rural, par l'exode lié à l'éruption de la montagne Pelée, les éruptions de la montagne Pelée en 1902, en 1929. Donc c'est une ville qui s'est peuplée avec une population venant des communes de Martinique. Donc on a beaucoup d'originaires de communes qui se sont établis à Fort-de-France et qui arrivaient à l'âge de la retraite, qui arrivaient sur leur vieux jour, comme on dit, sont retournés en commune. Et donc on a une exode qui s'est mise en œuvre dans le sens inverse, où les gens sont retournés dans leur commune d'origine à la retraite. Et puis on a une exode liée au départ de beaucoup de jeunes martiniquais vers le territoire français.
pour faire leurs études, pour chercher du travail, etc. Et c'est un phénomène que connaît l'ensemble de la Martinique. Aujourd'hui, la diminution de la population foyalaise s'est stabilisée, c'est-à-dire que la population diminue moins vite qu'elle ne diminuait il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour, disons, repeupler un peu Fort-de-France quand même? Ben, ce que nous faisons pour repeupler Fort-de-France, pour lutter contre ça, pour redynamiser, c'est un gros travail qui est fait en termes de rénovation urbaine, en termes de réaménagement des quartiers, en termes de remise sur le marché d'une offre de logement, pendant que la ville se dépeuple. Et pendant que le pays se dépeuple, on est quand même confronté à Fort-de-France à une demande de logement non satisfaite. On a en moyenne 3000 logements, demandes de logement non satisfaites par an sur le territoire de Fort-de-France, parce qu'on a aussi de la décohabitation qui se fait, parce qu'on a des gens qui veulent venir habiter Fort-de-France et qui ne trouvent pas de logement, parce qu'on a aussi une crise du logement social et une crise du logement tout court sur le territoire de la Martinique. Donc nous travaillons, on a un programme de rénovation urbaine qui est en cours, qui a été signé avec de nombreux partenaires, dont le principal c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui porte sur la réhabilitation de certains îlots du centre-ville. On a vu que les travaux ont commencé sur le long de la Fontaine Guédon, sur le boulevard Adhémar Modoc, avec l'acquisition, démolition d'un certain nombre de maisons qui longent le boulevard, qui était en très, très mauvais état. La démolition de la caserne des pompiers, qui se trouvait à rive droite. Et sur cette bande qui a été libérée, qui est réaménagée, on va démarrer un programme de construction de logements en accession à la propriété, des programmes de construction de logements sociaux, de résidences seniors, de maisons individuelles, et donc recréer une offre de logement dans les quartiers. On est en train de travailler sur le quartier Bonheur, qui comptait 321 logements en grande difficulté, copropriétés très dégradées, des immeubles dangereux, donc qui ont été rachetés, démolis. Les travaux d'aménagement des voies sont en train d'être réalisés et on va procéder avec les partenaires et les promoteurs à la réalisation et à la construction d'environ 500 logements. Nous avons fait récemment un micro-trottoir, nous demandions à des gens dans la rue à Fort-de-France, est-ce qu'on pourrait faire un front de mer, un beau front de mer, qui sortirait du Fort Saint-Louis et qui irait à l'arrière du lycée de Bellevue, mais en délogeant les gens qui sont actuellement à Texaco. La réponse a été à 99,9% qu'il faut laisser les gens vivre tranquillement à Texaco. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'ils ont raison. C'est pas la première fois que vous émettez cette idée de raser Texaco pour y faire un aménagement qui correspondent aux standards qu'on peut voir ailleurs. Les gens qui vivent à Texaco, les gens qui vivent à Trénel, les gens qui vivent à Volga, les gens qui vivent dans les quartiers populaires de Fort-de-France, comme on les appelle, ce sont des personnes qui se sont battues pour vivre là. Ce sont des personnes qui se sont battues pour pouvoir avoir un toit pour leurs enfants. Avec l'accompagnement, le soutien d'Aimé Césaire et de la ville de Fort-de-France, de la municipalité de Fort-de-France. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on viendrait leur dire, bon, ben, allez habiter ailleurs, on a besoin de faire ce qui existe là à son charme, ce qui existe là répond à un besoin. Et nous avons donc des opérations qui ont été menées d'amélioration de l'habitat, de résorption d'habitat insalubre, d'aménagement sur le quartier. Il y en a encore à faire, il y en a encore à réaliser, que ce soit sur Texaco, que ce soit sur d'autres quartiers de la ville. Mais en aucun cas, pour moi, il ne saurait être question de déplacer les gens pour pouvoir réaliser je ne sais quoi. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que dans le cadre actuel, hier j'étais à la CACEM et on parlait de la date prochaine de démarrage de la promenade qui va relier le canal de Vassor à H2O et au havre de pêche de Texaco. C'est un projet qui est porté par la CACEM à la demande de la ville de Fort-de-France et qui va donc procéder à l'aménagement d'une promenade
sur le front de mer, avec la possibilité, avec des îlots qui donneront la possibilité de créer de l'activité économique, qui donneront aussi la possibilité de créer de l'activité culturelle. Et c'est le point de départ d'un aménagement de ce front de mer et donc de cet espace libéré entre la route et la mer qui permettra de poursuivre le Malecon avec d'autres aspects architecturaux et d'autres aspects d'aménagement jusqu'au havre de pêche, puis jusqu'au CETOSMA à la maison des sports, qui est d'ailleurs en très grande difficulté et qui doit être reconstruite ailleurs. Donc ce n'est pas incompatible, et il ne faut pas rendre incompatible la vie des quartiers et la modernisation et l'aménagement et le développement. Je dirais même que ces aménagements, ce développement doivent profiter aux quartiers préexistants et non pas venir en confrontation, et c'est pas on rase pour faire autre chose, non. En tout cas, ce n'est pas ma vision des choses. Vous êtes sûr que ce n'est pas votre vision? Absolument, oui. Ok. Si c'était votre vision, l'avenue Maurice Bishop n'aurait jamais existé. Si c'était votre vision... Si c'était ma vision, l'avenue Maurice Bishop n'aurait jamais existé. Parce qu'on a déplacé des gens, on a cassé des maisons, et on a mis les gens ailleurs. On n'a pas rasé le quartier. On n'a pas rasé le quartier. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? On a fait un aménagement. Non. Attendez. On a fait... Non. On a fait... Vous venez de me dire... On déménage les gens, on déplace les gens. Oui, c'est ce qu'on a fait à Maurice Bishop. Pour faire un front de mer. C'est ce qu'on a fait à Maurice Bishop, on a déplacé les gens. Ben écoutez, il y a à côté de chez moi, à la rue Emmanuel Charon, à Renéville, un magnifique immeuble qui abrite des gens qui ont été déplacés et qui sont très contents d'être là. Absolument. Donc il ne s'agit pas de déloger les gens pour les mettre dans la rue. Il faut les déloger pour leur donner mieux que ce qu'ils ont. Non, ça c'est la première chose. Ensuite, si à Paris, le baron Haussmann avait votre raisonnement, les grands boulevards n'existeraient pas. Hein. Mais est-ce que l'aménagement des quartiers de Fort-de-France consiste à réaliser les grands boulevards de Paris? On n'est pas à Paris, on est à Fort-de-France. On a une histoire, on a une construction de nos quartiers, on a une âme dans nos quartiers. Les Parisiens mais on n'est pas à Paris, je ne suis pas parisien, je ne suis pas maire de Paris. Non, alors revenons à Maurice Bishop. Donc voilà. Et je reviens. Pas tout j'arrive sur Maurice Bishop. J'arrive sur Maurice Bishop. Et donc on a justement cet attachement à notre lieu de vie. Et je dis qu'on ne va pas raser le quartier pour pouvoir réaliser superbe Malecon. On va travailler sur le front de mer, aménager ce front de mer en tenant compte de l'existant et des populations qui y sont et qui se sont battues pour y être. Maintenant, si j'avais cette vision, on n'aurait pas fait Maurice Bishop. Vous rappelez, enfin, vous ne saviez peut-être pas ce qu'il était prévu de faire sur Maurice Bishop. Non. Ben, je vais vous dire ce qu'il était prévu de faire sur Maurice Bishop. Ce qui avait été prévu sur Maurice Bishop, c'est de garder les deux voies existantes, deux montantes, deux descendantes, de créer un couloir du TCSP de part et d'autre, infranchissable donc, et de mettre la circulation automobile sur 2 fois une voie au centre. Résultat des courses, ce qui a été prévu, c'est justement de couper le quartier en deux, de créer une grande voie de grande circulation qui part de Dillon et qui arrive à François Mitterrand. Une rocade au milieu du quartier. On a cassé pas mal de maisons. Une rocade au milieu du quartier. Ce qui a été le choix qui a été suggéré et qui finalement a été mis en œuvre, c'est d'élargir l'avenue Maurice Bishop, de permettre au TCSP de circuler au milieu et de garder les deux voies de circulation et de créer des transversales permettant au quartier de continuer de vivre. Le projet qui a été porté dans la création de ce passage du TCSP sur l'avenue Maurice Bishop, c'est aussi de recréer des espaces de vie, de quartier le long de l'avenue Maurice Bishop et donc de permettre le retour d'activités économiques de proximité le long de l'avenue Maurice Bishop, d'y réaliser également des aménagements paysagers pour ne pas avoir justement ce grand boulevard que vous appelez de vos voeux et qui a été réalisé par l'équipe précédente sur l'avenue Maurice Bishop. Et aujourd'hui,
comme vous êtes du secteur, vous devez savoir, là où se trouvait le supermarché Selma, au rond-point de Croisé-Manioc, à l'entrée de Canal à Laïque, la CTM actuelle, qui a hérité du terrain du fait de la dissolution du SMT-CSP, eh bien la CTM a comme projet de pouvoir y réaliser un espace d'activité économique de proximité pour faire revenir et pour permettre le retour de ces activités économiques qui permettent la vie du quartier. De même que nous avons commencé les opérations d'aménagement sur l'espace de Canal Laïque. On va recréer, on va réaménager le marché, on va créer des espaces pour avoir des termes utilisés aujourd'hui. Pour vous et moi, ce sont des roulottes. Aujourd'hui, ce sont des food trucks. Donc des espaces, voilà, des espaces qui permettent à nos jeunes et moins jeunes de développer une activité de restauration de proximité dans le quartier avec la réalisation d'un city-stade et le réaménagement de la place des fêtes. Et donc le projet que nous portons, c'est justement de ne pas créer ce grand boulevard que vous appelez de vos voeux avec rien autour et une voie de grande circulation de véhicules, mais au contraire de créer un lien entre les différents quartiers qui sont autour de l'avenue Maurice Bishop. Mais vous savez aussi que ce genre d'aménagement, ce sont des aménagements qui s'étalent dans le temps. Et surtout lorsque vous avez des maîtres d'œuvre qui changent d'orientation en cours de route. Mais non, je ne partage pas votre idée, c'est pas la première fois que vous me dites ça. On reste ex-aequo et on fait grand aménagement. Non, au contraire. On tient compte de l'existant, on a aménagé des enrochements, on a une surface qui est disponible. Et bien, on travaille à l'aménagement du front de mer, à la réalisation d'activités économiques de proximité sur le secteur qui bénéficient au quartier. On réaménage des espaces sportifs et on crée ainsi des lieux de cohésion, des lieux de vie qui nous ressemblent, qui répondent à nos besoins et à nos aspirations. Paris fait ce qu'il veut, Madrid fait ce qu'il veut, fait ce qui répond aux aspirations et aux besoins de sa population. Imaginons que vous soyez un Martiniquais qui habite à Texaco et vous avez 3 enfants en âge de travailler et il y a 3 chômeurs dedans. Les 3 enfants sont chômeurs. Et on vous dit, on va prendre là où vous habitez, on va vous donner un logement au Terre-Saint-Ville, par exemple, un beau logement, un logement tout neuf au Terre-Saint-Ville. Oui. Et on va créer, là où vous habitez, une structure qui va permettre, ce sera une structure économique, qui va permettre de faire travailler vos 3 enfants. Ils auront un travail, mais il faut qu'on vous déplace et qu'on vous fasse habiter ailleurs. Qu'est-ce que vous auriez répondu si vous étiez cet habitant de Texaco? Alors, imaginez que vous, Maurice Larocher. Non, c'est pas Maurice, c'est Roland. Roland, je vous confonds toujours tous les deux. Sans arrêt, oui. Sans arrêt. Il y a une raison historique à ça. Il y a une raison historique. Oui, parce que j'ai côtoyé, j'ai essuyé mes culottes courtes avec Olivier. Ah, d'accord. Le fils de Maurice. Voilà. D'accord. Depuis le collège. C'est pour ça. Donc, imaginez, Roland Larocher, que vous habitez à Texaco, que vos 3 enfants sont au chômage, que vous vous êtes battu pour avoir votre maison, que vous avez aménagé, que vous y êtes bien, et que je viens de vous dire, je ne vais pas vous déloger, je ne vais pas casser votre maison en vous promettant de mettre une structure qui va donner du travail à vos enfants, mais qu'au contraire, je vais réaliser des aménagements qui vont vous permettre de réaliser votre activité économique dans votre quartier, sur le front de mer qui est réaménagé et qui va donc vous permettre de travailler sur ce front de mer et de profiter de l'afflux de personnes qu'on va amener dans le quartier. Qu'est-ce que vous me répondez? Je vous réponds que les gens qui habitent à Texaco aujourd'hui sont là depuis longtemps. Ce sont donc des personnes relativement âgées qui n'ont aucun projet économique. Aucun projet économique. Mais et donc, vos enfants, vous m'avez parlé de vos enfants, vos 3 enfants qui sont au chômage. C'est eux qui ont le projet économique, c'est eux qui doivent. Il faut changer votre logiciel, c'est eux qui doivent justement porter le développement. Le truc, c'est pas de dire, je vais réaliser une structure qui va vous donner du travail. Je vais vous donner les moyens de générer votre activité. Je vais créer les conditions qui vous permettent
justement. Et c'est ce qui oui, se mais passe. Dans ces conditions, c'est que je change de maison. C'est extraordinaire. Mais pourquoi? Mais vous n'avez pas besoin de changer de maison. Mais si le projet économique qu'il y a pour ce truc, c'est faire un front de mer avec des places pour les bateaux, des hôtels, etc. C'est une idée fixe, hein. Les hôtels et tout ça. Je n'ai pas besoin de déplacer les gens pour avoir des places pour les bateaux. Je n'ai pas besoin de ça et c'est toujours la même chose. On veut, en tout cas moi, je ne suis pas dans cette logique. Je prends les gens, je les déplace, je les parque ailleurs. Et là où ils sont. Vous voyez comment vous êtes? On les parque ailleurs. Mais c'est ça le truc. Mais c'est ça le truc. Et je vais à la place réaliser de grands hôtels, de belles choses dans lesquelles je vais faire venir travailler les gens que j'ai déplacés. Oui. Quand la ville de Fort-de-France. Ça ne vous convient pas, ça? Non, c'est un modèle qui ne me convient pas. D'accord. Quand la ville de Fort-de-France s'engage dans la réhabilitation du quartier Bonheur. Et parce que les bâtiments sont en difficulté, les gens sont en danger, même si la ville n'y possède aucun logement, la ville s'engage à la création de cet écoquartier. La ville s'engage à ce que les gens qui y sont y reviennent. La ville s'engage à ne pas déconstruire la structure, la cohésion des habitants du quartier. Et d'ailleurs, nous travaillons avec la CIMARA, qui a réalisé un ensemble immobilier à Dinan pour loger provisoirement les habitants de Bonheur le temps de la reconstruction du quartier. Donc vous voyez bien qu'on est dans deux logiques différentes. Ma logique n'est pas de dire je vous déplace, à votre place je vais construire quelque chose de magnifique dans lequel vous allez venir travailler. Ma logique est de dire j'aménage là où vous êtes et je vous accompagne pour la création d'activités. J'aménage là où vous êtes et vous pouvez y développer de l'activité. Et non pas de dire, je construis quelque chose de magnifique et vous allez venir travailler dedans. C'est deux logiques différentes. Les deux sont respectables, mais la mienne n'est pas la vôtre. Ok. Vous avez quand même conscience que développer un bord de mer, nous avons en Martinique, à Port-de-France, une des plus belles rades de la Caraïbe. Si elle était continue, justement, depuis le Fort Saint-Louis jusqu'à derrière les lycée de Bellevue, c'est une rade magnifique, quoi. Je veux dire, peut-être qu'elle soit aménagée ou pas, la baie de Fort-de-France, contrairement à ce que une tentative de nouvelle dénomination de Grande Baie Martinique, la baie de Fort-de-France fait partie du club des plus belles baies du monde. Oui. Donc naturellement, la baie de Fort-de-France est une belle baie. Oui. Naturellement, nous avons un patrimoine reconnu. Maintenant, ce patrimoine reconnu, vous souhaiteriez le voir transformé en promenade de Cannes avec de beaux grands hôtels qui la rendraient magnifique. Moi, ma vision n'est pas de transformer justement cette rade en un aménagement urbain de haute volée architecturale au détriment de la population qui y vit. Mais de trouver un équilibre pour que cette population qui y vit, qui a ses attaches, qui a son cadre et sa sociologie, que cette population y trouve son compte dans les aménagements du front de mer qui doivent être réalisés. C'est deux approches différentes. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que nous avons des approches différentes. Vous avez fait un parking payant à Fort-de-France, il y en a déjà. Vous avez fait un parking en face de là où il y avait l'Olympia et tout ça. Il est payant ce parking. Le parking de la Savane? Oui. On a réaménagé le parking de la Savane, oui. Il était payant, il est toujours payant, absolument. Ce parking a été réaménagé, il existe depuis. D'accord. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas descendu à Fort-de-France alors. Non, je suis à Fort-de-France tous les jours. Donc vous savez que ce parking, on ne l'a pas rendu payant. Ce parking est payant depuis qu'il existe. C'était le début de ma question. Donc, depuis qu'il existe. Il a été réaménagé parce qu'il était là encore en difficulté et on a profité de cet aménagement pour réaliser un aménagement innovant nous permettant de drainer les eaux de pluie, de capter les eaux de pluie et de retarder le transfert des eaux de pluie qui tombent sur le parking vers les caniveaux et ainsi de lutter contre les inondations qui peuvent se produire sur le centre-ville. Le parking tel qu'il existe aujourd'hui participe à la défense de la ville contre les phénomènes climatiques et contre les inondations. Il est resté payant comme il était auparavant tout simplement. Donc il est payant. Et puis vous allez maintenant faire payer partout à Fort-de-France. Même si ce n'est pas dans un parking, on va devoir payer. C'est bien ça? Tout le stationnement sera payé à Fort-de-France.
C'est quoi votre question? Il n'y a pas de question. Ah bon. Alors, je vous rappelle que le parking a toujours été payant dans le centre-ville, en tout cas depuis très longtemps. Le parking est payant dans le centre-ville. Actuellement? Je vous ai laissé parler. Oui, oui, oui. Bon, Il est payant. le parking était payant à Fort-de-France. D'ailleurs, une des revendications des commerçants de Fort-de-France était de rendre le parking gratuit. Le parking est devenu gratuit en 2018 lors du changement de réglementation concernant le fait de faire payer le stationnement sur le domaine public, sur les routes, sur la voie publique. Et la ville, dans la situation financière dans laquelle elle était, n'était pas en capacité de mettre à niveau ses parcs-mètres, de changer les parcs-mètres et de maintenir le parking payant. Il est donc devenu, mécaniquement, de fait, gratuit dans le centre-ville. Aujourd'hui, les acteurs économiques du centre-ville nous disent le parking est gratuit dans le centre-ville. Vous voyez, il n'y a pas une place pour garer dès 7 h du matin. Comment nos clients font pour venir? Monsieur le maire, il faut mettre le parking payant. Monsieur le maire, quand est-ce que le parking sera payant? Chaque fois que je rencontre les commerçants, monsieur le maire, quand est-ce que le parking est payant? Il n'y a pas de place pour garer. Les gens garent dans le centre-ville pour aller ailleurs. Donc la revendication qui était rendez le parking gratuit est devenue maintenant remettez le parking payant. Donc nous avons travaillé avec eux pour arrêter une tarification du parking de le centre-ville qui vise à faciliter par une très faible tarification, les 20 premières minutes étant gratuites, sur les courtes durées et un tarif dissuasif sur les longues durées pour que les gens qui veulent laisser leur voiture longtemps les laissent dans les parkings comme celui de la Savane que vous évoquiez, comme les parcs de stationnement de la Pointe-Simon, l'Afcadio, et qu'on laisse le stationnement disponible dans les rues pour du stationnement de courte durée permettant aux gens d'aller faire leurs courses, d'aller acheter dans les magasins et de repartir avec leurs véhicules. On a donc passé un marché pour avoir les solutions de paiement, d'installation des parcs-mètres qui correspondent au volume de la réglementation. Et donc, on est en capacité aujourd'hui de remettre le stationnement payant. Donc, on a travaillé avec les acteurs économiques et les habitants du centre-ville sur la stratégie à arrêter. Il y a une stratégie qui a été proposée, qui a été validée par le conseil municipal et qu'on va expérimenter dans les mois prochains. Vous connaissez Madiana? Oui. Si on vous disait... La plage de Madiana? Bah, vous connaissez que la plage. Je sais pas, mais il y a un truc qui s'appelle le Madiana. palais des congrès. Ah, voilà, je connais aussi le palais des congrès de Madiana. Quand on dit Madiana... Voilà, quand on dit Madiana, on pense qu'au palais des congrès. C'est un quartier, c'est une plage. Voilà, c'est ça le truc. On ramène un cadre de vie à un bâtiment. Je connais Madiana, oui, je connais Madiana. Okay. Je connais aussi le palais des congrès de Madiana. D'accord. Le parking est gratuit, oui. Ça n'a rien à voir avec ma question. Est-ce que, si on vous disait, finalement, Madiana, on n'aime pas Madiana, là. On va prendre Madiana, on va le mettre là où était l'Olympia avant, près de l'ancien conseil général de Fort-de-France. Avenue des Caraïbes. Avenue des Caraïbes. Propriété de la famille Élysée. Oui. Et puis, on va mettre Madiana là, mais ça suppose que la Savane devienne le parking de Madiana. Donc, au lieu d'avoir la Savane, on a Madiana à cet endroit de la ville. Vous avez une difficulté avec les espaces naturels à Fort-de-France. Vous voulez raser Texaco pour mettre des immeubles et aujourd'hui vous voulez raser la Savane pour mettre des voitures, pour mettre le palais des congrès à l'Olympia. Je ne veux rien, je vous pose une question. Est-ce que ça vous accepte? Non, ça ne me parle pas. Ça ne vous parle pas? Non, ça ne me parle pas. La Savane est un espace vert du centre-ville de Fort-de-France qui joue un rôle. Une ville, c'est pas juste des rues et des bâtiments. Une ville, c'est aussi, en tout cas de mon point de vue, des espaces de respiration, des lieux de rencontre, des lieux de cohésion. La Savane en est et un lieu de rencontre et de cohésion qui n'est pas utile qu'aux Fouillalaises et aux Fouillalais, mais utile à l'ensemble de la Martinique. Lorsque vous avez des manifestations et des spectacles qui rassemblent 30 000 personnes sur la Savane, ce ne sont pas que des Fouillalais. C'est donc un lieu important sur lequel, hier, je travaillais avec les équipes qui me présentaient le projet de finalisation de
du parcours sportif de la savane avec l'implantation des agrès qui ont été installés, avec l'aménagement d'un certain nombre d'îles, la valorisation des ruines qui sont en face du fort Saint-Louis, des îlots qui sont pour certains réaménagés, et donc un vrai sens et la création de portes qu'on va nommer aussi d'entrée pour bien matérialiser et améliorer l'aménagement de la place de la savane. Donc vous voyez que je suis dans une toute autre logique que de raser la savane pour y parquer des véhicules. Est-ce que, je sais que vous allez beaucoup à la rencontre des gens dans les quartiers. Autant que possible, aussi souvent que possible, et hélas, pas suffisamment. Pas vous personnellement. Pas vous personnellement. La mairie de Fort-de-France va à la rencontre des gens dans les quartiers pour leur faciliter leur démarche, des choses comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse... La Foyale mobile. La Foyale mobile. La Foyale mobile, c'est un équipement que nous avons mis en place et qui nous permet d'aller dans les quartiers. Donc on a un planning, un programme sur lequel on communique. Et lorsque la Foyale mobile est implantée dans votre quartier, ben, vous pouvez y réaliser l'ensemble des démarches administratives que vous pourriez réaliser au bâtiment administratif de la ville. Ce faisant, on rapproche l'administration municipale de nos quartiers et ce faisant, on crée aussi du lien, on recrée du lien social dans nos quartiers. On redonne aux gens la possibilité de se rencontrer, de se croiser, de se parler, d'échanger, parfois de s'aider, parce que l'évolution veut qu'on utilise beaucoup les techniques informatiques et les techniques numériques, et parfois vous avez des jeunes qui vont aider des moins jeunes dans les démarches qu'ils ont à accomplir au niveau de la Foyale mobile. Ce n'est pas le seul outil, ce n'est pas la seule démarche de proximité que nous menons, puisque dans le cadre du contrat local de santé de la ville de Fort-de-France, en partenariat avec l'Union des médecins libéraux de la Martinique, eh bien, nous avons un dispositif qui va dans les quartiers et qui met à disposition des habitants des quartiers, jeunes et moins jeunes, aînés y compris, des consultations médicales gratuites, des consultations dentaires, on rencontre des consultations avec des infirmiers. L'objectif pour nous étant de faciliter l'accès au système de soins et au système de santé et de casser cet éloignement et parfois cette rupture de soins qu'on peut retrouver dans nos quartiers du fait des difficultés de déplacement, du fait de l'isolement, etc. Et donc c'est un dispositif qui nous permet, là encore, d'être en proximité dans les quartiers. On en a d'autres. La ville est, par essence, en tout cas la ville de Fort-de-France, très attachée à la proximité et à l'accompagnement des personnes qui vivent dans les quartiers. Donc on a tout un circuit et tout un dispositif de marché éphémère qui se promène dans les différents quartiers et qui permet, là encore, de mettre à proximité et à portée de main le produit de l'agriculture martiniquaise à des tarifs intéressants, parce que on a une liaison directe entre les producteurs et les consommateurs et les habitants des quartiers. Et ces marchés rencontrent un vif succès dans nos quartiers, mais ce faisant, ça a à nouveau des lieux où les gens vont se croiser, se rencontrer, se parler, échanger, et donc ce faisant, on recrée également du lien social dans nos quartiers et on rompt l'isolement que parfois on observe malheureusement dans les quartiers, alors que les gens vivent les uns à côté des autres et finissent par s'isoler mutuellement. Donc on recrée ce lien, on recrée cette cohésion. On le fait aussi avec des opérations Vidékaïla, où on vient avec les équipes de la ville, les équipes de la CACEM, les entreprises de la CACEM, on amène des bennes et on invite chacun à venir y jeter ses déchets plutôt que de les laisser sur la voie publique, de les laisser n'importe où, de créer des décharges sauvages. On vient dans les quartiers, on nettoie les dépôts sauvages qu'on y trouve, on incite les gens et ça fonctionne très bien, les gens viennent. Parfois on n'a pas assez de bennes pour ramasser tous les déchets. Parfois, les équipes de la ville vont aider les habitants, notamment nos aînés, à transporter ce qu'ils veulent jeter. Et puis, dans le même temps, puisqu'on est déjà là, elles font un tour du secteur pour y ramasser souvent beaucoup de matelas qu'on retrouve, qui traînent un peu partout, que les gens jettent un peu partout. Pourquoi il y a tous ces matelas et qui ne
C'est marrant, je suis frappé de voir le lot. Parce qu'il y a un problème il y a clairement un problème dans la filière de traitement des déchets et en particulier des matelas. Les vendeurs ont une obligation de reprise des matelas lorsque vous achetez un matelas neuf. Maintenant, vous ne le ramenez pas forcément, ils ne viennent pas forcément le chercher. Et puis, on a un problème dans la filière d'élimination des matelas. Et donc, aujourd'hui, on est confronté à cette prolifération de matelas sur la voie publique qui ne pose pas que des problèmes paysagers, qui pose de vrais problèmes sanitaires. Et ces dépôts sauvages qui se multiplient sur l'ensemble du territoire de la Martinique posent de vrais problèmes. Donc nous, au niveau de la ville, on a mis en place ce dispositif qui tourne dans les quartiers. J'avais proposé qu'on fasse des déchetteries mobiles. Ce n'est pas une compétence municipale, mais j'utilise j'ai pas de compétence moi en termes de ramassage d'ordures, j'ai pas de compétence à ce niveau-là, mais j'utilise le pouvoir de police du maire en matière de salubrité pour pouvoir mobiliser ce dispositif, et j'utilise la compétence de la CACEM qui nous accompagne dans cette démarche-là, puisque c'est la CACEM, à travers son prestataire, qui met à disposition les bennes permettant d'organiser ces opérations VDKLA. Donc, concernant votre politique, concernant les quartiers, votre projet, c'est d'être au plus près des quartiers, de faire en sorte, finalement, que les gens des quartiers ne sortent pas de leur quartier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont malades, ils ont ce qu'il faut. Quand ils vont là acheter à manger, ils ont ce qu'il faut. Enfin, ils ont tout dans leur quartier, finalement. Ils vont vivre dans leur quartier, quoi. Non, ils vont sortir de leur quartier pour faire autre chose. Le projet, c'est pas de les enfermer, le projet, c'est de faire en sorte que les gens vivent bien dans leur quartier. Je suis désolé, mais ça fait longtemps que vous habitez Wanyéville, que vous habitez Sainte-Thérèse. Oui. Absolument. Vous aviez des boutiques. Oui. Vous aviez des bouchers, oui. Vous aviez des coiffeurs, vous aviez tout ce dont vous avez besoin au quotidien pour satisfaire vos besoins. Ça ne vous a pas empêché de sortir du quartier. Le fait de... Non, mais ça a disparu, ce que vous parlez là. Mais je dis, ça ne vous a pas empêché de sortir du quartier. Le fait d'amener un certain nombre de commodités dans le quartier, donc d'améliorer la vie des gens dans le quartier, n'a pas pour objectif d'enfermer les gens dans leur quartier. Mais c'est de fait ce qui se passe. Ben non, pourquoi? Si vous avez tout sur place, attendez, même vos démarches administratives, alors qu'il y a une si belle mairie, qu'on pourra aller visiter, on pourra aller à la mairie, mais non, il faut qu'on fasse ça dans son quartier. Il faut qu'on fasse ça dans son quartier. Vous pouvez le faire dans votre quartier, mais c'est aussi une attente et une demande des habitants des quartiers. Le quartier n'est pas que le lieu où on dort, et tout ce qu'on a à faire, tous les besoins qu'on peut avoir, on doit aller les satisfaire ailleurs. L'aménagement du territoire, c'est aussi d'avoir de l'activité de proximité. Les gens de Redoute sont très satisfaits d'avoir un certain nombre de commerces de proximité, boucherie, pâtisserie, commerce, poissonnerie, dans le quartier, et leur permettant justement de satisfaire ses besoins primaires dans le quartier pour pouvoir satisfaire d'autres besoins en dehors du quartier. Donc ce n'est pas antinomique et ce n'est pas une volonté d'enfermer les gens dans le quartier. Vous savez, moi j'ai grandi sur l'ancienne route de Chelcher. Il y avait 2 boutiques à 50 mètres de la maison. Donc à 100 mètres l'une de l'autre, il y avait 2 boutiques. Et les gens du quartier, ils trouvaient leur compte. Parce que vous êtes rentré dans une logique, quand j'ai besoin de satisfaire mes besoins, je dois me déplacer et aller dans un centre commercial construit à l'extérieur de la ville. Cette logique-là a conduit à la désertification des centres-villes sur l'ensemble du territoire français. On a rasé des champs, on a rasé des espaces naturels pour construire de grands centres commerciaux, de grandes zones d'activité économique. Et aujourd'hui, les maires de France se rendent compte que cette logique d'aménagement qui date des années 70-80 a conduit à la désertification de leur centre-ville, de leur centre-bourg. D'où le programme d'action Cœur de Ville, qui vise à redynamiser les centres-villes. Il y a 220 villes en France qui sont lauréates
de cet appel à projet lancé par le gouvernement, dont la ville de Fort-de-France, mais vous avez aussi Petite Ville de demain, qui est un autre programme qui s'adresse aux villes de moindre importance, Petite Ville de demain, toujours sur la même dynamique, la redynamisation des centres-bourgs. Et donc, cette logique de dire, ben, dans le quartier, on n'y trouve rien et on va tout trouver à l'extérieur, elle a montré ses limites et ses effets pervers. Et donc, aujourd'hui, chacun fait comme il sent, mais moi, je pense qu'il nous faut recréer des lieux de vie dans nos quartiers, des lieux de rencontre, des commerces de proximité. Quand vous allez à la boulangerie dans votre quartier acheter le pain, ben, vous croisez votre voisin, vous discutez avec votre voisin, vous discutez y compris ben, des visions différentes de l'évolution dans le quartier, de la vie dans le quartier, et vous brisez les a priori que vous pouvez avoir sur votre voisin, sur votre voisine, sur le jeune, sur l'aîné. Vous partagez quelque chose dans le quartier. Et pour moi, c'est important que nos quartiers gardent leur âme et qu'ils ne soient pas simplement des lieux dortoirs où on a parqué les gens pour qu'ils puissent dormir, et puis tous leurs besoins, manger, il faut qu'ils aillent ailleurs, s'habiller, il faut qu'ils aillent ailleurs, quel que soit le besoin, il faut qu'ils aillent ailleurs, et travailler, il faut qu'ils aillent ailleurs, puisqu'on a rasé des quartiers pour construire des hôtels, des ensembles immobiliers, dans lesquels on a logé des entreprises, dans lesquels les gens des quartiers viennent travailler. C'est pas ma vision. Vous n'aimez pas l'ailleurs? Oui, j'aime l'ailleurs, mais je pense aussi que nos quartiers ont leur richesse et qu'on peut y développer de l'activité. Je pense aussi qu'un certain nombre de maisons qui sont devenues trop grandes pour ceux qui les ont construites il y a quelques années, les enfants sont partis, les enfants sont ailleurs, peuvent être transformées, soit pour y vivre à plusieurs, en colocation, soit pour avoir de l'activité économique de proximité, un coiffeur, un fleuriste, un boulanger, au sein même du quartier, dans des maisons qui aujourd'hui sont devenues trop grandes pour leurs occupants. Ce faisant, on a un complément de revenu pour la personne âgée qui y vit. On a, là encore, au lieu d'être seul dans ma grande maison, eh bien, j'ai du monde qui travaille au rez-de-chaussée, j'ai du monde qui a de l'activité, et donc je vois du monde. Je romps cet isolement et je maintiens de la vie dans le quartier. C'était une excellente idée, sans doute, que de créer la cour Périnon pour essayer justement de concurrencer un petit peu ces commerces qui s'installaient à la périphérie de Fort-de-France. Et pourquoi ça n'a pas marché? Alors, c'est un centre commercial et un ensemble immobilier avec aussi des plateaux de bureaux et des plateaux administratifs. Donc c'est un centre commercial qui peine encore à trouver sa place parce qu'il est en plein centre-ville et qu'il est dans une situation hybride entre le commerce de centre-ville et l'activité de centre commercial pur et dur. Donc les équipes qui gèrent le centre Périnon, ils travaillent, on échange régulièrement sur ce qui peut être fait, sur comment améliorer le fonctionnement du centre Périnon. La ville avait acheté 2 plateaux de 4800 m² que nous avons cédé pour l'un, on a cédé à la CTM les 2 plateaux et le ministère de la Justice doit en récupérer un pour y loger son personnel. La CTM doit y loger du personnel également. Et le projet global, c'est d'avoir des cadres administratifs qui sont logés dans le bâtiment du centre Périnon, alimentant ainsi la clientèle potentielle du centre. Mais c'est aussi le projet de rénovation urbaine qui porte sur cette partie de la ville, donc l'îlot CVR Périnon, où il y a un projet en face du centre Périnon de construction d'un ensemble immobilier avec une résidence senior et une résidence étudiant sur la parcelle, avec le projet de l'îlot entre la rue Périnon et la rue Sévère qui a été aménagé, maîtrisé. Des démolitions doivent avoir lieu dans le cadre du projet de rénovation urbaine qui permettra aux ANAM, je crois que c'est le preneur de cet îlot-là, de réaliser des logements. Et donc, le développement du centre Périnon passera aussi par le développement du retour d'une certaine population dans le centre-ville de Fort-de-France. Donc ça se fait à travers des constructions
On a la construction sur le parking Savon, ex-CIM, entre la rue Victor Hugo, la rue François Arago et la rue et le boulevard Allègre, qui était utilisé comme parking. Et aujourd'hui, les travaux ont démarré de démolition, il y a les fouilles archéologiques qui doivent avoir lieu, et ensuite la construction d'un ensemble immobilier qui accueille 150 logements, résidences étudiants, résidences seniors, logements intermédiaires, avec des locaux d'activité au rez-de-chaussée. Et dans le même temps, nous avons des réhabilitations de bâtiments existants dans le centre-ville. J'ai visité il y a quelques mois une réhabilitation qui se fait à la rue de la République, donc avec des résidences étudiantes. On a le siège du Crédit Mutuel qui se trouvait à l'angle de la rue Garnier-Pagès et de la rue Isambert, qui est en travaux actuellement de réhabilitation pour accueillir là encore une résidence étudiante. Donc on est sur une stratégie de repeuplement du centre-ville avec de la construction nouvelle, mais aussi avec de la réhabilitation de bâtiments existants. Et on a présenté avec Action Logement l'ensemble du dispositif à des investisseurs. La salle du 6e étage du conseil municipal était trop petite à 2 reprises pour accueillir toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par l'investissement sur le centre-ville de Fort-de-France, notamment dans le cadre de la réhabilitation. Et c'est par la conjugaison de tous ces efforts-là qu'on va pouvoir permettre de trouver une autre attractivité au centre-ville, et donc pour le coup au centre commercial Périnon également. La rue Isambert, elle part bien du canal de Vassor pour aller à la Savane. Elle fait quoi? Non, la rue Isambert, elle part de la place Fabien Véronique qui se trouve derrière le centre Périnon. Elle passe devant le marché et elle arrive sur la rue Nez de Roche. D'accord. Dites-moi le nom d'une rue qui part de... La rue Lamartine, la rue Victor Hugo, la rue Blénac, la rue Antoine Sigère, la rue Victor Sévère, la rue Moreau de Jeunesse. Voilà. Alors, partons sur la rue Sigère, Antoine Sigère, d'accord? On rentre dedans, en sortant du canal de Vassor, et il y a un immeuble à gauche qui n'est pas... Qui le borde. Comment? Il y a un immeuble à gauche, oui. Qui est en très mauvais état. Ouais. Alors, imaginons que vous êtes maire, vous décidez de l'occuper, de faire l'évaluation de cet immeuble, tel qu'il est, avec un professionnel qui dit, cet immeuble, aujourd'hui, il vaut tant, d'accord? Et vous décidez d'occuper cet immeuble, de le casser et d'en faire quelque chose de bien. D'accord. Et quand les héritiers vous reprochent d'avoir fait ça, vous leur dites, ok, je vous rembourse la valeur de votre immeuble. Est-ce que c'est possible en droit? Non. Pour faire ça, il faut soit une négociation avec les héritiers, soit il vous faut une déclaration d'utilité publique. Donc il faut monter un dossier, il faut un projet d'utilité publique, et derrière il faut une déclaration d'utilité publique, et ensuite une expropriation. Expropriation qui est prononcée par un juge. Donc ce que vous dites là, vous décidez de prendre l'immeuble, vous le cassez, vous faites autre chose, et vous y allez, et puis si les gens râlent, vous leur donnez Qu'est-ce que vous risquez si vous faites ça? C'est la propriété privée dans le droit français. D'accord? Donc je risque ce que Roland Larouche risque s'il rentre, il décide de rentrer chez quelqu'un, de démolir le bien et de faire autre chose à la place. D'accord. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ce sont des procédures qui sont relativement longues, qui sont cadrées, normées, et qui permettent de s'approprier un bien, expropriation, pour une collectivité, et ensuite de le refaire vivre, soit en le démolissant, en construisant autre chose, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez remarqué qu'autour du marché poisson, il y a un certain nombre de bâtiments en difficulté, il y en a qui ont été démolis, il y a un certain nombre de ruines. C'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau du marché aux poissons. La ville de Fort-de-France a lancé son projet de rénovation urbaine. Nous avons donc fait une déclaration d'utilité publique. Nous avons confié à l'EPF, l'établissement public foncier, le soin de porter les terrains, et l'EPF négocie avec les propriétaires. Donc certains acceptent, on achète le bâtiment, on le démolit, l'ANRU finance une partie de la démolition de ce bâtiment, et on remembre l'îlot. Et on a des discussions qui n'aboutissent pas, donc déclaration d'utilité publique et procédure d'expropriation prononcée par un juge
qui fixe donc l'indemnité que vous devez verser aux propriétaires dans le cadre de cette déclaration d'utilité publique. Ça prend beaucoup de temps, cette procédure. C'est une procédure qui prenait un temps beaucoup trop long parce qu'il n'y avait pas de juge d'expropriation en Martinique. Aujourd'hui, on a le juge d'expropriation. Ça fait combien de temps? Il faut combien de temps à peu près? Bon, il faut 18 mois à peu près. 18 mois. Est-ce que la loi Letchimy vous aide dans la circonstance? Non, la loi Letchimy permet d'intervenir pour régler les successions. Oui. Lorsque vous avez des propriétaires qui sont décédés, des héritiers qui ne s'entendent pas sur le devenir du bien, la loi Letchimy permet non plus d'attendre parfois indéfiniment l'unanimité des héritiers pour prendre une décision, mais d'avoir la majorité, donc de prendre une décision à la majorité des héritiers. Ce qui permet de sortir un certain nombre de biens de l'indivision, parce qu'on n'a plus besoin d'attendre que 100% des héritiers soient d'accord. Il suffit qu'il y en ait un sur 50 qui ne soit pas d'accord et tout est bloqué. Là, c'est la majorité, et donc la loi Letchimy permet de sortir de ces problématiques d'indivision, et donc que la majorité puisse décider de ce qu'on va faire du bien, sans léser ceux qui n'étaient pas d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Ils ne perdent pas leur part, simplement la décision n'a plus besoin d'une unanimité, mais d'une majorité. Ça ne veut pas dire, pour autant ça règle des problèmes, elle mérite d'être encore plus utilisée et mieux utilisée par les notaires notamment, mais elle ne règle pas, elle règle les problèmes d'indivision, elle ne règle pas tous les problèmes de bâtiments abandonnés. La ville de Fort-de-France a engagé d'ailleurs plusieurs procédures dont beaucoup sont réglées, de biens vacants sans maître, c'est-à-dire que vous, Roland Larouché, vous avez un bien, vous ne payez pas les impôts fonciers sur le bien. Pourquoi vous me dites que je ne paye pas les impôts? Vous ne payez pas les impôts sur le bien, vous le laissez à l'abandon, et donc au bout d'un certain temps, ce sont les impôts qui mènent qui font le listing et qui informent la ville. Et donc on lance une procédure qui s'appelle une procédure de biens vacants sans maître, qui là encore est cadrée par la loi, parce que vous ne pouvez pas vous approprier les biens des gens comme ça. Donc on lance une procédure de biens vacants sans maître, et à partir de là, la ville peut intégrer le bien dans le patrimoine municipal. Si cette procédure, au bout de la procédure, il s'avère qu'il y a un maître, donc Roland Larouché s'est réveillé, ah mais ça c'était à moi, et la ville l'a intégré, à ce moment-là, vous êtes indemnisé du bien, ou la ville peut ressortir le bien à votre profit. Vous êtes indemnisé du bien qui a été intégré à sa valeur. À sa valeur au moment où... Ben oui, à sa valeur au moment où il a été intégré. Mais si le bien n'est pas ressorti du patrimoine, si le bien est encore là, vous pouvez être, et j'ai déjà eu, à prendre des arrêtés de biens vacants sans maître. Ça fait l'objet d'une décision du conseil municipal. Il y a une procédure qui dure à peu près 6 mois. Ensuite, le conseil municipal délibère. Le maire signe un arrêté de biens vacants sans maître sur un bien. Et puis, il est déjà arrivé qu'au cours de la procédure ou après, des maîtres de ce bien se manifestent et font état de leur légitime propriété sur le bien. Et donc, je signe un arrêté d'annulation de l'intégration et restitution au propriétaire qui, pour le coup, du moins identifié, doit se conformer à la loi sur l'obligation d'entretien de son patrimoine. Comme vous parlez très vite, et que vous êtes martiniquais, vous prononcez très peu les R, alors je reprends, bien vacant sans maître. Oui. C'est un bien vacant sans maître. Vous aviez un doute sur le fait que je sois martiniquais. Voilà, c'est bon, tu parles très vite. Et le R est passé. Alors, c'est marrant, vous ne me parlez pas du PPM, vous êtes premier vice-président, et vous êtes président du PPM, carrément. Je réponds à vos questions. Ah, je ne vous ai pas parlé de ça? Ben non. Je sais. Je réponds à vos questions, tout simplement. Alors, parlons du PPM. Où il en est, ce PPM? Ben, le PPM, il est là. Il est là, le PPM. Et nous avons connu un certain nombre de difficultés, de problématiques, et on a même connu ce qu'on peut qualifier d'une crise dans le parti. Donc, suite à la défaite aux élections législatives de 2024. Donc, nous avons travaillé avec les militants, avec le comité national, avec les présidents de balisés. On a travaillé pendant un certain temps et nous avons organisé un congrès.
problème de date. On a organisé un congrès à la fin du mois de juin. C'était le 28 et 29 de juin de mémoire, donc au cours duquel nous avons échangé sur l'actualité de la ligne politique idéologique du parti, sur l'autonomie pour la nation martiniquaise, sur la notion de responsabilité nécessaire, sur l'impérieuse nécessité politique que l'existant nous démontre tous les jours et que la réalité nous démontre tous les jours, de la nécessité de ce que le peuple martiniquais exerce un certain nombre de responsabilités pour régler les problèmes de la Martinique, et que ça ne peut pas se régler dans des cabinets ministériels à 8000 km par des gens qui méconnaissent la réalité de notre pays et de ses particularités. Donc nous avons discuté sur ces questions-là, sur la notion de progressisme. On y a travaillé également avec les militants. On a travaillé sur les problématiques de militantisme, l'évolution des formes de militantisme, de communication, etc. Et on a mis en place un comité opérationnel transitoire pour une période de 12 mois, à côté du 1er juillet 2025, donc jusqu'au 1er juillet 2026, comité opérationnel... Les élections, c'est quand? En mars 2026, enfin ça dépend des élections. Ça dépend des élections. Les seules qui vous intéressent? Non, toutes les élections intéressent un parti politique. Donc les prochaines élections officiellement annoncées sont les élections municipales. Ensuite, il y aura des élections présidentielles et législatives. Et après, des élections à la collectivité territoriale en 2028. Donc vous voyez bien que vous avez un enchaînement d'élections. Et il n'est pas impossible que viennent se greffer à un moment ou à un autre, décidé par le président de la République, des élections législatives anticipées. On en a eu l'expérience il y a un an. Donc, votre comité, nous avons mis en place un comité opérationnel transitoire de 12 mois, donc de juillet 2025 à juillet 2026. Donc il prépare les élections en fait. Qui a pour mission les élections municipales de préparer, de mettre en ordre de marche le parti dans le cadre des prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2026. Mais si vous me laissez finir de parler, ça serait plus efficace. Et qui... je ne vous arrête pas quand vous parlez et vous me dites ça quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce comité opérationnel transitoire, donc c'est une période de 12 mois décidée par le Congrès, conformément au statut, donc qui vise à mettre en ordre de marche le parti et les militants autour des problématiques, de l'organisation des élections. Tout le monde pense à la ville de Fort-de-France, mais le parti est implanté sur l'ensemble du territoire martiniquais, donc sur l'ensemble du territoire martiniquais. Ce comité opérationnel transitoire est constitué à parité de femmes et d'hommes, de personnes, de militants expérimentés, mais aussi de jeunes militants qui sont particulièrement investis dans le parti. Et nous avons aussi décidé de travailler en étroite collaboration avec les présidents de balisiers. Et donc le comité opérationnel, le comité national se réunissent avec les présidents de balisiers. Le comité opérationnel se réunit chaque semaine, et même 2 fois par semaine, avec le président du parti pour travailler. On est en train de travailler une proposition et un plan d'action qu'on va soumettre au comité national dans les tout prochains jours, avant la fin du mois de juillet, puis on va continuer à travailler pendant la période de vacances scolaires. Est-ce que les élections à venir à Fort-de-France, ou la mairie de Fort-de-France, vous paraissent particulièrement difficiles? Incertaines, difficiles. Toutes les élections sont incertaines. Quand vous allez aux élections, vous présentez un projet à la population et le résultat n'est connu qu'au dépouillement du dernier bulletin. Donc toutes les élections sont par nature incertaines. Aujourd'hui, on vit dans un contexte trouble, dans un contexte particulier, et donc les échéances électorales à venir comportent une part d'incertitude, très clairement. Et donc, oui, les prochaines élections municipales sont incertaines par nature, tout simplement. Maintenant, ce sont des élections qui présentent pour le parti un enjeu particulier, comme chaque élection municipale,
présente un enjeu particulier parce que symboliquement, la ville de Fort-de-France et le parti sont intimement liés. Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, a créé un parti politique qui a fait son congrès peu de temps après le vôtre. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de monde à ce congrès, comme si c'était un parti qui fonctionnait bien, quoi. Est-ce que c'est un parti qui vous inquiète? Non, c'est pas un parti qui m'inquiète. Je vous rappelle juste que lorsque le Parti progressiste martiniquais tient son congrès, les balisés désignent des délégués qui viennent représenter les militants au congrès à raison d'un délégué pour 5 militants. Ça vous permet d'avoir une idée du nombre de militants quand vous regardez le nombre de personnes présentes au congrès. C'est pour fixer les choses. Non, le parti créé par Catherine Conconne ne m'inquiète pas. C'est un parti qui porte ses idées et je considère que tout le monde a le droit de porter ses idées, de porter sa vision. Au contraire, c'est bien qu'on ait des visions qui soient portées, des visions qui puissent se confronter, qui puissent se rencontrer, qui puissent s'opposer, et que c'est de ce débat d'idées que naît une direction que le peuple choisit de prendre. Est-ce que vous vous attendez à l'avoir en face de vous au municipal, puis à la CTM? Très honnêtement, hein, je ne réfléchis pas et je ne pense pas comme ça. Je m'attends à voir un tel ou un tel, etc. Non, ce n'est pas ma préoccupation. Catherine Conconne, comme d'autres, feront les choix qui leur appartiennent dans le cadre des prochaines élections municipales. Moi, ce qui me préoccupe, tout d'abord, c'est de terminer le mandat actuel, de remplir les engagements que j'ai pris vis-à-vis de la population en 2020, dont celui le plus important, parce que c'est lui qui conditionne tout le reste, celui de rééquilibrer les comptes de la ville, ce qui est le cas aujourd'hui. Les comptes ont été rééquilibrés, ils sont durablement rééquilibrés. Et donc la ville retrouve des marges de manœuvre, ce qui nous a permis, par exemple, de nous équiper pour pouvoir mieux entretenir notre patrimoine routier, ou mieux refaire l'enrobé. On a acheté du matériel pour ça cette année. Ce qui me préoccupe, c'est ce que je propose aux Folialaises et aux Folialais pour les 6 ans à venir. Et après, en fonction des différentes visions qui seront proposées aux Folialais, on va débattre et le peuple tranchera, tout simplement. Comment se passe ce festival culturel de la ville de Fort-de-France? Le festival culturel se déroule actuellement. Il est en cours avec plus ou moins de difficultés dans le contexte social au CERMAC que nous connaissons. Mais le festival se tient quand même. Ça veut dire quoi, des difficultés? À quel niveau? Nous avons des difficultés, une tension sociale et un droit de retrait qui est en cours au niveau du CERMAC. Donc avec un droit de retrait, ça veut dire que des agents qui sont en droit de retrait, le droit de retrait, c'est que vous êtes soumis à un danger grave et imminent. C'est du français. Un danger grave et imminent. Donc il y a des agents qui estiment qu'ils sont soumis à un danger grave et imminent, donc c'est une difficulté sociale pour pouvoir continuer à faire fonctionner une structure dans ce contexte-là. Néanmoins, le festival se tient. Mais il y a du personnel qui fait valoir son droit de retrait quand même, en ce moment. Non, les agents qui œuvrent à la réalisation du festival sont en activité. Les différents événements, spectacles, manifestations liées, prévues dans le cadre du festival se tiennent. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas interloqué par ça, justement? Par le fait que de plus en plus en Martinique, les gens ne se mettent pas en grève, mais ils se mettent en mode retrait. Quel est le danger grave et éminent qui peut justifier le droit de retrait du personnel du CERMAC? Excusez-moi de vous faire de la peine, mais je ne vois pas très bien. Non, pourquoi ça me fait de la peine? Je ne sais pas. Non, ça ne me fait pas de peine. Vous avez le droit de dire. Je suis un grand démocrate. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Oui. Je vous demande si vous pensez à la même chose. Oui, on a d'une façon générale, on a une utilisation du droit de retrait qui peut interpeller, qui peut interroger. Et il faut aussi
qu'on s'interroge tous sur la mise en œuvre d'un certain nombre de réglementations, parce que, ben oui, on constate qu'on a des droits de retrait dans telle situation, telle collectivité, etc., qui peuvent interpeller. Donc il faut y réfléchir, il faut en parler, il faut en discuter. Il faut aussi informer le citoyen de ce que cela signifie, des cas dans lesquels on peut... parce que vous voyez danger grave et imminent, vous voyez une poutre qui peut vous tomber sur la tête tout de suite. Mais il y a différentes formes de danger grave et imminent. Qui peuvent être mal perçus, mal appréhendés par les uns ou les autres. Donc oui, il y a parce que c'est un dispositif, c'est un droit que les agents ont, que les salariés ont, dans les entreprises privées également, et on observe des droits de retraite dans les entreprises privées, et donc qu'ils utilisent, et donc il faut que la population, ceux qui ne sont pas directement et qui ne sont pas des connaisseurs du droit syndical, puissent avoir une appréciation correcte de l'utilisation de ce droit. Il faut quand même dire que lorsqu'on est en droit de retrait, on continue à percevoir son salaire. Absolument. Lorsqu'on est en grève, on arrête de percevoir son salaire. Absolument. Vous, avec le CERMAC, là, vous risquez de passer comment dirais-je, de faire école. Parce que, excusez-moi, qu'il m'excuse de le dire, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a comme danger grave et éminent au CERMAC. Si donc on reconnaît le droit de retrait au CERMAC, on reconnaît le droit de retrait n'importe où, quoi, je veux dire. Et ça peut faire jurisprudence, entre guillemets. Enfin, ça va être... Mais si, c'est important. Je veux dire, parce que quand vous pouvez arrêter de travailler tout en étant payé, pourquoi s'en priver? S'il suffit que je dise, ah, je me sens en danger, j'ai le droit de retrait. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire en Martinique. Extraordinaire. Alors, vous ne pouvez pas, en tant que salarié, vous ne pouvez pas dire « je me sens en danger, donc je me mets en droit de retrait ». Point. Il y a un cadre, il y a une réglementation qui s'attache à ce droit, comme il y a une réglementation qui s'attache au droit de grève. C'est pas parce que vous avez un droit qu'il n'est pas réglementé, il n'est pas encadré. Donc il y a une réglementation qui permet justement, il y a une structure, il y a une instance dans laquelle évidemment l'employeur ne siège pas. Il y a une instance qui permet de qualifier si oui ou non vous êtes en droit de retrait, si vous êtes en danger grave et imminent, et donc si votre droit de retrait est justifié, qualifiable et acceptable. Et c'est cette instance qui va, ayant qualifié votre danger, c'est cette instance qui va préconiser les correctifs pour vous mettre hors de danger. Donc il ne faut pas croire que vous vous réveillez un matin, il ne faut pas croire que les salariés de KMT peuvent se réveiller un matin et se mettre en droit de retrait sans que ça ne soit encadré. Je vous assure. Encadré par qui? Par la réglementation. Et donc vous avez... Qui est-ce qu'il y a qui juge? Comment ça, qui est-ce qui juge? Il y a une réglementation. Vous avez une instance. Mais c'est quoi l'instance? Vous avez une instance paritaire constituée de représentants, en l'occurrence dans une collectivité d'élus et d'élus du personnel, qui qualifie ou pas le droit de retrait, qui le reconnaît et qui, à partir de là, travaille. C'est ce qui est en train de se passer au CERMAC. Et donc, il y a un cabinet qui a été missionné sur ces questions-là, sur les problématiques d'organisation, sur les problématiques d'activité, de relations à l'intérieur de la structure, etc., pour qualifier les choses et pour apporter les éléments de remédiation à un danger que vivent les personnels, qu'annoncent le personnel. Et au CERMAC, il y a des dangers. Attends, vous êtes au courant, vous êtes en tant qu'employeur, justement, comme c'est moi qui mets les gens en danger, c'est moi, je rappelle que l'employeur, c'est moi. Je rappelle que c'est moi qui mets les gens en danger. Vous avez l'impression que vos salariés sont en danger ou pas? Donc, étant l'employeur qui met les gens en danger, je ne peux pas être l'employeur qui qualifie si oui ou non il y a danger, et encore moins celui qui va dire comment sortir du danger. Donc, dans le cas d'espèce, l'employeur que je suis est hors jeu. Vous ne pouvez pas être le patron de KMT qui met son personnel en danger, qui dit si le personnel est en danger ou pas, et qui ensuite dit comment sortir le personnel du danger. Vous voyez bien qu'il y a une incohérence.
Attendez, moi, je peux dire que les gens ne sont pas en danger. Hein. Ouais, peut-être. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont en danger que je baisse la tête, je dis qu'ils sont en danger. Peut-être, mais la réglementation veut qu'à partir du moment où ils disent qu'ils sont en danger, des instances soient réunies, qualifient ou pas le danger, et que vous, en tant qu'employeur, vous n'ayez pas droit au chapitre, puisque vous êtes celui qui est censé les mettre en danger. Et donc, vous ne pouvez pas me demander à moi de venir qualifier si oui ou non les gens ne sont en danger ou pas. D'accord. Donc, je veux là aucun avis là-dessus. Je n'ai pas de commentaire. Non, je n'ai pas d'avis. Très bien. Vous êtes extrêmement prudent. Vous êtes extrêmement prudent. Vous avez vu ce qui se passe au Diamant, où les gens se sont mis en grève aussi? Oui. Parce qu'un apprenti n'a pas été, je ne sais pas quoi, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je n'ai pas à en penser. Je n'ai pas à juger. Ne jugez rien du tout. Je ne juge pas l'action syndicale. Je ne juge pas le droit des salariés, du privé, du public. Je ne juge pas leur droit à mobiliser et à se battre pour leurs droits. Et je suis maire de Fort-de-France. Je ne vois pas en quoi j'ai à juger l'action des salariés du Diamant par rapport à la ville du Diamant. Ben non. Non, j'ai pas ça à faire. Ça ne vous interpelle pas? Ça peut m'interpeller, ça peut m'amener à réfléchir, ça peut... mais je n'ai pas à juger. Et vous n'avez pas jugé. Qu'est-ce que j'en pense? Je n'ai pas à en penser. Vous ne pensez pas? Et je n'ai pas à penser pendant que En fait, lorsque je vais penser, je vais dire c'est celui-là qui a raison, c'est celui-là qui a tort, de mon point de vue. Je n'ai pas ça à faire. Par contre, j'ai analysé ce qui se passe, j'ai analysé l'évolution des relations sociales. Et quel est le résultat de votre analyse alors? Et j'ai analysé l'évolution de ces relations sociales et l'utilisation du droit de retrait d'une façon générale sur le territoire de la Martinique, mais pas que. En France aussi, ça commence à venir, d'utilisation du droit de retrait en lieu et place du droit de grève. Ça vous interpelle quand même? Ben oui, oui. Ah, quand même. Oui, oui, mais je n'ai pas à juger ce que font les gens dans d'autres communes. Comme je ne voudrais pas que les gens d'autres communes et que mes collègues maires, avec qui je m'entends très bien tous, d'ailleurs, viennent juger ce qui se passe à Port-de-France. D'accord. Non, mais je pense que vous êtes maire, c'est quand même des employés territoriaux, il y a quand même une certaine proximité. Oui, si vous voulez savoir, il arrive que certains collègues, j'ai des discussions avec certains collègues sur certaines difficultés que je rencontre, qu'ils rencontrent, de comment ils font, comment ils ont géré, etc. Oui, on se partage des informations, on échange des expériences. Dans la gestion, on discute aussi ensemble de l'évolution des relations sociales, mais aucun de nous ne s'arroge le droit de juger ce qui se passe chez l'autre. Merci beaucoup, on va devoir arrêter cette émission, qui est un petit peu plus courte que d'habitude, peut-être une dizaine de minutes de moins, mais c'est parce que vous êtes arrivé en retard. C'est parce que je suis arrivé en retard et que je vous ai attendu 10 minutes. Ah, vous avez attendu 2 minutes, même pas, le temps que j'arrive de mon bureau ici. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Dire simplement que nous vivons en Martinique une période difficile et qu'il faut que nous, Martiniquaises et Martiniquais, nous ayons confiance dans l'avenir, que nous ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons, les difficultés que le monde, que la société traverse, les évolutions de la société pour construire une société meilleure, une société plus juste où chacun trouve sa place. Nous devons croire en ça, nous devons croire en l'avenir et ne pas désespérer. D'accord. Mais j'ai fait exprès de laisser quand même quelques minutes parce que je voudrais quand même parler de la sécurité à Fort-de-France. Est-ce que vous avez l'impression que votre ville est une ville, de plus en plus insécure? Non, je n'ai pas l'impression que ma ville est une ville de plus en plus insécure. La Martinique est le 3e département de France où il y a le plus de meurtres par nombre d'habitants. C'est le 3e département, avant la ville de Marseille. Et après la Guadeloupe. Et après la Guadeloupe et la Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous sommes les 3 départements les plus criminogènes de France.
Nous sommes les zones de passage de la cocaïne entre l'Amérique du Sud, lieu de production, et l'Europe, lieu de consommation. Et donc notre pays, notre société, donc notre capitale, vit des moments difficiles par rapport à la violence liée au narcotrafic. Et donc par rapport à la violence qui s'installe dans notre société petit à petit, progressivement, et que nous avons laissé progresser. Donc face à ça, je rappelle, alors j'aime bien qu'on me dit ouais, je suis autonomiste, mais je parle, c'est une compétence de l'État. C'est une compétence de l'État. Est-ce qu'il fait le nécessaire? Et c'est une évidence que non. C'est une évidence que non. La ville de Fort-de-France a intégré le comité directeur du Forum européen de sécurité urbaine au mois de juin, à la mi-juin. Nous travaillons avec des villes européennes qui vivent aussi ces problématiques, et je peux vous affirmer que l'État français met 3 fois moins de moyens que ses collègues européens dans la lutte contre le narcotrafic et contre la violence liée au narcotrafic. Face à ça, il faut que nous, au niveau de la ville, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on réagisse. La ville de Fort-de-France est très engagée dans la lutte contre la délinquance, dans la sécurisation du domaine et de nos espaces de vie. Je rappelle qu'on a une police municipale armée. Je rappelle qu'on a un poste de police municipale qui est flambant neuf. On a des agents de médiation spécialisés. On a un bataillon de prévention qui intervient sur le territoire de la ville. C'est l'un des rares bataillons de la prévention qui est fonctionné au cours des dernières années sur l'ensemble des villes qui ont mis en place un bataillon de prévention, au point où l'État a arrêté le dispositif. Et moi, j'ai demandé qu'il se poursuive à Fort-de-France, et nous financerons nous-mêmes la poursuite du dispositif si l'État ne vient pas financer. Donc, nous y travaillons en matière de sécurité et de moyens. Nous sommes en train de faire évoluer notre dispositif de caméra de vidéoprotection, mais lutter contre la violence, lutter contre la sécurité, c'est aussi prévenir. C'est aussi avoir des moyens en matière d'éducation, en matière culturelle, en matière d'insertion, en matière de formation, en matière d'accompagnement des associations qui portent la cohésion dans les quartiers, qui portent une partie de l'activité et qui permettent de l'insertion et qui permettent d'ouvrir des perspectives aux jeunes et aux moins jeunes. Or, non seulement l'État met 3 fois moins de moyens que ses collègues européens dans la lutte contre le narcotrafic, mais l'État, pour des raisons budgétaires, financières, pour gérer son déficit de plusieurs milliers de milliards d'euros, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime des moyens financiers justement sur les politiques de prévention, sur les politiques d'insertion, sur les politiques culturelles, donc sur les politiques qui permettent de donner d'autres perspectives que l'économie souterraine, que le narcotrafic, et donc cette violence qui s'installe et qui gangrène la société. Aujourd'hui, on est martiniquais, on regarde beaucoup ce qui se passe en Martinique et à Fort-de-France. Les villes de France, je participe à l'association Conseil d'administration de France urbaine qui réunit les villes de plus de 100 000 habitants en France. Les villes de France de moins de 100 000 habitants, de 40 000 habitants, de 50 000 habitants, dans les campagnes de France, sont de plus en plus confrontées à ce problème, à cette problématique de violence liée au trafic de stupéfiants et en particulier au trafic de cocaïne. Donc, ce n'est pas la ville de Fort-de-France. Il y a une époque, tous les problèmes se passaient à Fort-de-France et dans certains quartiers du Lamentin. Aujourd'hui, vous voyez que dans les communes de la Martinique, sur lesquelles on n'avait pas cette appréhension de cette violence dans notre société qui progresse. Dans ces quartiers, dans ces communes, on voit que quelqu'un se fait voler, quelqu'un se fait braquer, quelqu'un se fait tuer. On en a tué un à Saint-Luce pour lui voler une moto. On voit cette violence et donc cette insécurité progresser sur le territoire de la Martinique. Et l'utilisation des plateformes logistiques du port, de l'aéroport, de la poste, pour faire transiter la cocaïne entre l'Amérique du Sud, les pays de production et l'Europe, ça développe un trafic d'armes qui est réel sur le territoire de la Martinique et l'utilisation de cette arme. En plus, une partie de la cocaïne va être consommée chez nous. Donc, qui va provoquer la désinhibition chez un certain nombre de personnes de plus en plus jeunes. Et d'ailleurs, vous l'avez vu lors des émeutes qu'on a connues dernier trimestre 2024, vous avez vu beaucoup de jeunes de 14-15 ans
en première ligne sur les barrages et à tirer parfois à balles réelles sur des policiers qui sont venus sécuriser. Donc on a une vraie problématique et je suis désolé, hein, mais essayez de concentrer ça sur la ville de Fort-de-France, qui serait le réceptacle de... C'est déjà se tromper dans le diagnostic et donc partir de travers sur les solutions à mettre en œuvre. Oui, on a à Fort-de-France des problématiques de sécurité, mais dont on connaît l'origine et dont on voit qu'elles se répandent sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Alors, on a un problème particulier et spécifique. Et j'ai interpellé le préfet, j'ai interpellé le DTPN, j'ai interpellé le conseiller outre-mer du ministre de l'Intérieur, et j'attends le ministre de l'Intérieur avec une certaine impatience d'ailleurs. On a une consommation de crack important sur le centre-ville de Fort-de-France, que l'État n'arrive pas à gérer à Paris, avec les quartiers qui concentrent les craqués sur le territoire de la ville de Paris. Hein. Mais on en a sur le territoire du centre-ville de Fort-de-France. Et je reste persuadé que les laboratoires de fabrication de crack ne sont pas à des dizaines de kilomètres des lieux de consommation. Donc il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là, justement pour pouvoir sortir ces personnes de cette difficulté et ce faisant, améliorer le sentiment d'insécurité dans le centre-ville. Merci beaucoup. Chers amis, finalement, j'ai pris plus longtemps que prévu. Hein. Vous avez fait exprès de prendre plus longtemps? Non, pas du tout. Et vous dites ça comme si c'était une victoire. Non. Là, j'ai pris plus de temps que prévu. Non, parce que vous avez dit on va finir un peu plus tôt, et puis finalement... Non, ça va, on est exactement à l'heure. Ah ben, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de l'SCL. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant environ 1h30 avec Didier Laguerre, qui est le maire de la ville de Fort-de-France. On dit la capitale ou le chef-lieu? Qu'est-ce que vous préférez? La capitale. De la capitale de la Martinique, et qui est également premier vice-président de la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Merci beaucoup, M. Laguerre. Merci de nous avoir honoré de votre visite. Merci à vous de m'avoir invité. C'est rare, et c'est suffisamment rare pour que je vous remercie de m'avoir invité sur les antennes de KMT. Je souhaite une bonne soirée aux auditrices, aux téléspectatrices et téléspectateurs de KMT. L'autre jour, je vous ai invité, là, vous dites c'est rare. Franchement, merci d'être venu.